Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de NAR TV, la télévision de tous les regards, bonsoir et bienvenue sur le plateau de notre émission Qui dit vrai. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Monoko Touali, journaliste, spécialiste en communication politique. Monsieur Monoko, bonjour. Bonjour à vous, grands frères, comme j'ai l'habitude de vous appeler, et merci de m'avoir invité au fin de participer aux réflexions intéressant le continent africain et surtout l'actualité les différentes actualités que nous allons aborder. J'espère bien que je serai à la hauteur et j'ai dit aussi grand bonjour au docteur qui n'est plus, de mon point de vue, à présenter parce que c'est une référence intellectuelle et je suis content de le retrouver aujourd'hui sur votre plateau. Monsieur Tounkara, le professeur Abdoulaye Tounkara, bonjour et bienvenue. Monsieur Toukari, et merci aux téléspectateurs. Je vous remercie d'être là pour qu'on puisse échanger. Avec nos deux invités, nous allons parler de l'actualité nationale et de la sous-région. Et premier sujet, nous allons parler de Tchéblin Dramé. Monsieur Dramé est un homme de paix et artisan de la démocratie au Mali. Ancien ministre des Affaires étrangères, Tchéblin Dramé est décédé ce matin, mardi, à 11 h à Paris. Alors, Monoko Touali, connaissez-vous Tchéblin Dramé? Oui, je pourrais même dire qu'il faisait partie, comme il vient de partir, malheureusement, de mes tuteurs ici au Mali. J'ai eu la chance de le connaître dans les années où la mouvance démocratique était en verve. J'ai eu la chance de le côtoyer avec Maître Amidou Diabaté. J'ai eu la chance de le côtoyer avec Bitou Sanakwa. J'ai eu la chance de le côtoyer avec PPR Djigiba Keïta qui s'appelle PPR, pour ne citer que cela. Et donc, Tchéblé, je l'ai connu, je l'ai côtoyé. C'était une grande personnalité. Tchéblé Dramé, c'était l'homme de paix et un homme qui aimait beaucoup échanger dans la courtoisie avec les gens. Et il m'a marqué positivement. Il a aussi influencé l'intelligentsia africaine de par son combat. Oh, il a été au cœur du combat du pluralisme politique et du multipartisme, dans le sens où il y avait le régime Moussa Traoré, il fallait lutter pour que, à ce moment, en Côte d'Ivoire, il y avait Houphouët-Boigny de l'autre côté, dans les années 90, j'entends, et Tchéblé Dramé a fait partie il faisait partie des fers de lance de cette mouvance démocratique. Et donc, c'est une perte énorme. Et d'ailleurs, lorsqu'il a été ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe, il a essayé quand même de faire en sorte que le Mali, dans sa logique, soit écouté. Tchéblé Dramé, c'est quand même aussi, il était dans cette dimension au niveau international où si des réfugiés avaient des soucis, Tchéblé Dramé intervenait. Je l'ai côtoyé, je l'ai connu, et c'est une grande figure qui vient de partir, et je perds ainsi l'un de mes tuteurs, et vraiment, c'est triste d'apprendre cette nouvelle. Professeur Tounkara, alors, connaissez-vous Tchéblin Dramé? Oui, je le connais très bien, nous avons lutté ensemble. C'est une énorme perte pour la classe politique malienne. Je l'ai connu, vous venez de dire qu'il est parti pour nous. Il est parti pour ne pas partir. La mort a perdu son temps. Tchéblé nous a déjà tout donné. Il nous a donné ce qu'il pouvait nous donner. C'est à nous de fructifier ce qu'il nous a laissé. Vous savez, des figures comme Tchéblé, je ne dirais pas que il est rare. Parce que plus c'est rare, plus il y en a beaucoup. Tchéblé, on doit le célébrer. On doit le célébrer, on doit lui consacrer une journée. Et je pense que les historiens politiques auront la tâche de revenir sur son parcours, qui peut être étudié dans les écoles politiques. C'est un homme de paix. Vraiment, je présente toutes mes condoléances à sa famille, au peuple malien, à tous ceux qui l'ont, aux membres de son regroupement, à tout le monde, quoi. À tous les Maliens. C'est une énorme perte et on aura du mal à combler son absence. L'avez-vous connu en tant que figure emblématique du mouvement étudiantin malien? Oui, quand il était au sein de l'AEM avec les Cabral, moi j'enseignais déjà.
à l'INEM, voilà, excusez-moi, avec les Cabral. Moi, j'enseignais déjà. On a apporté notre soutien à Cabral. Cabral était logé chez nous à Samé. Si vous voulez, venez le voir avant d'aller à Dakar. Nous avons participé ensemble à beaucoup de choses. Bon, les Israéliens auront le temps de revenir sur tout ça. Mais je l'ai connu, il est très combatif. Il sait ce qu'il veut, c'est tout ça qui compte. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce que nous voulons. Et les gens sont ce qu'ils sont parce que rien n'a été fait pour qu'ils ne soient pas ce qu'ils sont. Vous voyez, nous prions donc pour au nom de la direction de Ndar TV, la télévision de tous les gars, nous prions pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, parce que Tchéblen Dramé est une figure emblématique du mouvement démocratique malien et du mouvement estudiantin malien. D'ores en paix, Tchéblen Dramé. Merci. Alors, cela nous conduit à parler du triptyque. Désinformation, mésinformation et malinformation. Alors, comment organiser la riposte contre ce triptyque, monsieur Monokotouali? Oui, vous savez, vous faites bien de poser cette question qui est maintenant d'actualité, compte tenu du fait que le monde des médias, de la communication et de l'information est désormais envahi par des gens qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont d'abord pas un parcours dans ce domaine, qui n'ont pas des expériences professionnelles dans ce domaine et qui ne tiennent pas compte de la déontologie, l'art même qui justifie l'existence de ce métier. À ce niveau-là, l'information aujourd'hui qui devrait dans un sens professionnel être strictement triée, maîtrisée et, comment on appelle ça, tamisée, l'information n'est plus à ce niveau. N'importe qui derrière son smartphone balance une information, peut dire certaines choses sans qu'il ait eu le recoupement, dit des choses qu'il communique, qu'il balance au visage de tout le monde comme si c'était une information, alors que lui-même il n'est pas sûr de sa source, il ignore même la source. Puis, dans les pays comme le Mali, où aujourd'hui on est dans une logique d'insécurité, où les autorités se battent contre les terroristes, il fallait aussi accepter que la communication soit à un niveau où elle devrait être gérée, où l'information devrait être gérée par des professionnels. À ce niveau-là, il y a DIRPA qui est l'instance la mieux indiquée pour d'abord donner une information au niveau de ce que les autorités font sur le terrain. C'est la DIRPA qui devrait être la source la mieux indiquée. Certains ne sont jamais allés sur le terrain des opérations, ils ne savent pas ce qui s'y passe, mais ils sont derrière leur smartphone et ils commentent. En pensant faire du bien, mais ils font souvent du tort. En disant qu'on avait les drones, on a bombardé, on a fait ceci, et l'armée ne s'est pas prononcée, tu dis on a tué. Et si les défenseurs des droits de l'homme disent demain il y a un mort, qu'est-ce qu'on va dire? Donc ils font du mal à l'État malien. Ils font du mal à l'armée malienne, parce qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a la communication en temps de crise, en période de crise, et il y a la communication en temps normal. En période de crise, la communication, elle n'est pas donnée à tout le monde. Même la couverture sur le terrain, elle est sélective, parce que ce n'est pas tout le monde qu'on doit mener à couvrir un événement aussi très sensible qui engage la sensibilité de l'État. Vous comprenez? Pour ce qui est maintenant des citoyens lambda ou de façon ordinaire, les gens vivent aujourd'hui du faux. Et donc, il faut avoir beaucoup de vues, comme on le dit. Il faut que tout le monde me regarde, tout le monde m'assiste. Et on balance des informations qui ne concordent pas et qui ne répondent à aucune logique du professionnalisme que nous exigeons. Vous faites donc bien de soulever ce sujet qui est très pertinent. Il faut que, aussi, ceux qui régulent notre domaine aient un regard. Pour que, s'il y a nécessité de former davantage des gens, de les outiller, il faut le faire. S'il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une police pour écarter ceux qui ne peuvent pas être écartés, il faut le faire. Enfin, aujourd'hui, on nous parle d'une conférence de presse. Permettez que je le dise. Et à une conférence de presse, on trouve tous ceux qui n'ont rien à foutre qui n'ont rien à voir avec la communication, ni l'information, et ils couvrent un événement. Alors,
Qui est journaliste, qui ne l'est pas? Qui peut donner l'information, qui ne peut pas la donner? Et quand est-ce qu'il faut la donner? Et comment la donner? Et quel est le contexte de la situation qui exige l'information à donner? Est-ce que la source est fiable? Combien de temps on a eu pour faire les recoupements? C'est des questions professionnelles qu'il faut se poser. À ce niveau-là, on a encore du chemin à faire. Alors, monsieur le professeur Tounkara, Oui. après Monoko Touali et vous, comment pensez-vous qu'on peut organiser la riposte contre le triptyque mes informations, des informations et mal informations? Je suis en face des journalistes, hein, et vous êtes des professionnels du métier. J'ai l'habitude de dire que votre tâche d'information s'enrichit désormais d'une mission d'éducation en matière du code de la respectabilité de la prise de parole publique. Vous devez nous aider. Pour aussi profitable que soit l'utilisation des moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, comme les réseaux sociaux. C'est très bien, hein? Mais leur utilisation doit être encadrée. Et tout cela participe de votre effort d'éducation de la population. Et même les populations qui viennent aux informations doivent venir avec leur sens critique. Moi, je ne prends pas tout. Je fais un tri. J'essaie de voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et moi, j'ai surtout peur des journalistes. Les 3 L des journalistes, vous les savez? Les journalistes lèchent et lâchent. Il y a les 3 L. Moi, je me méfie des journalistes. C'est pourquoi je ne viens pas sur tous les plateaux. Vous êtes des professionnels. Encadrez les jeunes. Vous ne pouvez pas arrêter l'accès aux machines, à la communication moderne. Mais aidez-nous à aider ces jeunes à s'installer dans le milieu. Ils vont faire des dégâts, hein? Mais c'est à vous de les aider à s'installer. C'est à vous de les aider à aller dans le bon chemin. Oui, c'est difficile, hein, votre tâche est très délicate. Elle est très difficile et on est obligé de faire avec. C'est ce qui nous amène aux rumeurs qui circulent depuis plus de 4 jours sur les réseaux sociaux. Certaines presses ont écrit qu'il y a eu un coup d'État. Il y a eu une tentative de coup d'État. D'autres disent que c'est des rumeurs. En tout cas, certaines presses ont écrit. Sur les réseaux sociaux, ça a inondé les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous réellement, Monoko Touali? Oui, merci pour la question qui l'actualité nous oblige et oblige à chacun de nous d'apporter son appréciation. Mais quand un sujet est sensible et il touche à une nation, il y a nécessité d'abord d'être patient et d'attendre que les plus hautes autorités indiquées à la matière fassent un communiqué. Lequel communiqué va faire foi et qui va donc donner lieu à ce que les professionnels des médias, des journalistes, des communicants en parlent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, toutes mes excuses, mais je n'ai pas connaissance d'un communiqué. Je n'ai pas connaissance d'un communiqué officiel. Parce que l'État a 2 grands médias. Il y a l'essor et il y a l'ORTM, qui sont les structures de l'État, les canaux de communication de l'État, et DIRPA évidemment, et qui est également pour coordonner toute l'information et la communication à ce niveau-là surtout, effectivement, à ce niveau-là. Alors, s'il y avait tentative, je ne suis pas ici pour dire que ça existe ou ça n'existe pas. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse attendre que les autorités se prononcent. Si les autorités reconnaissent qu'il est ces rumeurs-là sont fondées, alors là, communicants, journalistes, on peut s'en dessaisir. Si les autorités ne se sont pas encore prononcées sur la question, restons dans la logique des rumeurs. Et si c'est des rumeurs qui ne sont pas fondées, à quoi servirait donc de pouvoir les balancer dans un pays très fragile, très sensible? Si c'était des rumeurs qui ne sont pas fondées. Si ces rumeurs sont fondées et qu'il n'y a pas encore de communiqué, il faut donc rester derrière les plus hautes autorités. Alors, et vous, monsieur professeur Tounkara? Oui, mais je vous le concède, hein. Je vous le concède, c'est encore
des rumeurs sur les réseaux sociaux. C'est de cela dont je parlais tout de suite. Il faut que les gens viennent avec un sens de discernement aux informations. Moi, je pense que je ne suis pas un critique de la fiction. Pour moi, ça relève de la fiction. Et surtout, moi, je voudrais faire une mise en garde aux hommes politiques. Il ne faut pas qu'ils en fassent un prétexte à une surenchère politique. Personne ne peut se réjouir de ce qu'on entend sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Personne ne peut se réjouir de ça. Nous voulons un traitement à la hauteur de nos attentes. Je pense que nos autorités seront en mesure de nous donner des informations beaucoup plus claires sur la base desquelles nous allons nous prononcer. Mais pour l'instant, c'est très tôt d'aller à des commentaires. Il ne faut pas en ajouter. Il faut s'abstenir de débattre de ces rumeurs. Moi, je pense. Restons donc dans la logique de la rumeur et attendons la communication des plus hautes autorités qui doivent nous édifier sur ce qui s'est réellement passé. Et cela nous amène à la célébration de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de fêter son 65e anniversaire dans la ville de Bouaké. Alors, Monoko Touali, je sais que vous n'êtes pas coupé de la Côte d'Ivoire, vous suivez l'actualité ivoirienne. Quel décryptage faites-vous du discours du président Alassane Dramane Ouattara Addo? Oui, déjà, en tant que fils de la nation ivoirienne, c'est tout à fait normal que je sois satisfait que mon pays ait décidé de célébrer à la date indiquée la fête de son indépendance. Donc, comme tout citoyen, je suis très content. Et encore une fois, on est toujours dans cette mouvance. Encore une fois, bonne fête à toute la nation ivoirienne. S'agissant maintenant des plus hautes autorités, surtout le président de la République, dont sa lettre était son adresse était tout à fait attendue, et la fête qui a été organisée à Bouaké, la forme, au niveau manifestation, impeccable. L'armée a défilé, on a vu beaucoup de choses, et ça a été, quand même, ça signifie que la Côte d'Ivoire est une nation qui vraiment existe, qui a ses moyens, et qui peut davantage séduire. On est d'accord. Quant au fond, c'est l'adresse des chefs de l'État. Il a donné un bilan. On peut être d'accord comme ne pas être d'accord, mais tout le plan du travail, le président Alassane Ouattara a travaillé. Sur le plan du travail. Ce n'est pas partout parce que soit on est opposant ou pas, qu'il faut balayer du revers de la main ce qui est fait positivement. Donc la Côte d'Ivoire a connu, avec Alassane Ouattara, un bond en termes de développement des infrastructures, et le redressement de beaucoup de choses au niveau économique, même si il y a des difficultés, mais quand même, il y a des signaux qui prouvent que la Côte d'Ivoire bouge. Maintenant, au niveau politique et social, c'est là qu'on peut émettre des réserves. Par rapport au discours et la réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. Évidemment, il a gracié beaucoup de concitoyens qui étaient déjà incarcérés, comme cela se fait à ces moments indiqués. Un nombre vraiment considérable. Voilà. Mais ce qui est important, on aurait aussi accepté que ces frères qui sont incarcérés dans le cadre de la crise qui a secoué le pays, cela soit aussi gracié pour justifier la cohésion sociale et le pardon au sens profond du terme. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand il y a la belligérance, quand il y a une crise, il faut parvenir à taire la crise totalement. Et à ce niveau-là, les gens qui sont en prison dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011, ceux-là devraient bénéficier de la grâce du président, compte tenu du fait qu'au niveau de ce pays, Laurent Gbagbo est revenu, Blé Goudé est revenu, le président devrait encore davantage faire l'effort de rapprocher tout cela à ses côtés et vraiment créer les conditions de la paix et de la cohésion sociale. Alors, ce discours était tout à fait pertinent parce que c'est le discours d'un
politique. Et derrière un discours politique, en communication politique, il faut aussi souvent tenir compte du contexte. Et donc, le contexte est lequel? Les élections qui vont avoir lieu dans 3 mois, évidemment. Alors, en ouvrant, en donnant encore lieu d'espoir, on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que ce n'est pas aussi le calcul de la conquête du pouvoir qui se dessine? Alors, professeur Tounkara, merci bien. Vous êtes au Mali, mais je sais que vous avez suivi l'actualité politique et vous avez écouté c'est ça, discours. je me garde très souvent de parler des autres pays, parce que je pense que je ne suis pas très bien informé pour parler des autres pays. Mais moi, je pense que c'est un effort de communication. C'est purement de la communication qu'il a voulu faire. Et même le fait d'amener une célébration tournante de la fête de l'indépendance, c'est une forme de communication. Mais qu'est-ce qu'il cache derrière la communication? C'est ça. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire pour pouvoir les gracier. Combien de prisonniers? Mais c'est les prisonniers politiques seulement qui ont été graciés, non? Hein, il y a eu des milliers de prisonniers et des milliers de prisonniers politiques qui ont été graciés. Il y avait autant de prisonniers politiques. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Moi, je me méfie du discours que le pays porte sur lui-même. On va enjoliver la situation. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont bien marché en Côte d'Ivoire, mais moi, je suis contre de museler l'opposition. Il faut laisser les gens aller. Il faut laisser les gens aller à l'élection. Il faut les battre honnêtement. Pourquoi écarter tous les adversaires potentiels? Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est un autre débat. Et puis, vous savez, hein, moi, je suis un homme politique, bien qu'il n'y ait pas de parti politique actuellement. Le jour où il y aura les partis politiques, je vais revenir dans ma peau d'homme politique. Qu'est-ce qui compte pour nous? Quelle est l'utilité à mettre en usage? Moi, je veux voir ça dans son discours. Je n'ai pas vu. Il utilise toujours la loi pour violer la loi. Moi, je déteste ça dans une démarche politique. On élabore une constitution pour se donner des droits qu'on n'avait pas dans l'ancienne constitution. Et après, non. Ce n'est pas une démarche honnête. Politiquement, qu'on ait travaillé ou pas, il y a un mandat qui est fixé, il y a le nombre de mandats qui est fixé, il faut respecter ça. Et laisser les gens aller en compétition, honnêtement. On peut très bien travailler dans un pays, hein, mais il ne faut pas tout détruire après. Il faut créer des manifestations en Côte d'Ivoire qui peuvent remettre tout en cause. Moi, je veux bien. Il a beaucoup travaillé peut-être, les Ivoiriens le disent. Moi, je vois des infrastructures, c'est très bien. J'aurais voulu que ces infrastructures soient chez nous. Mais c'est adossé à quoi? À quel principe politique? C'est ça qui m'intéresse. Toute action politique, moi, doit obéir à une nécessité. Ça obéit à quelle nécessité? C'est qu'il vient de faire. Un discours, pour se mettre en évidence, pour se mettre en scène, pour les élections à venir. C'est une façon de provoquer l'opposition. Moi, je n'aime pas les gens qui sont dans une forme d'opposition classique. Mais moi, je veux que les choses se passent honnêtement dans un pays. Alors, que quelque chose se passe honnêtement dans le pays, est-ce que le fait que le président Alassane Dramane Ouattara ait augmenté les salaires des fonctionnaires et les retraités, est-ce que c'est une manière de chercher à avoir de l'électorat? Oui, justement, il faut toujours mettre ça dans la balance de la politique politicienne. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et parce qu'on est le contexte exige qu'on apprécie toute action ou toute actualité conformément au contexte. Le contexte, c'est la logique politique. Et il est candidat. Il a déjà dit qu'il est candidat. Or, quand quelqu'un doit être candidat, cela suppose qu'il est fixe, il vise déjà ce qu'on appelle l'électorat. Ouais. On ne peut pas être candidat sans électorat, c'est pas possible. Ouais. Donc, il vise l'électorat. Et donc, en parlant des salaires, on pourrait peut-être parler des salaires sans qu'on attende la date des indépendances. Ça participe de l'achat de
conscience. Voilà. Donc, ça on pouvait participe de trouver l'achat le de moment, conscience. je crois c'est le 1er mai, ou je crois la fête de travail, je crois, Oui. c'est le 1er mai, c'est ça. 1er mai. Voilà. On devrait donc saisir cette occasion pour parler de tout et clore ce dossier-là à son niveau. Oui. Mais si on revient par rapport à une fête nationale, c'est que vraiment on a quand même des ambitions. Mais ce qui est important et ce qui m'intéresse, sur lequel je vais réagir par rapport à ce que M. Toungara, oui. le doyen a dit, c'est pertinent ce qu'il a dit. Très pertinent. Merci. Parce que la gestion d'un pays ne se limite pas simplement aux infrastructures. Parce que, comme c'était une note introductive, je ne voulais pas directement aller dans le débat. Okay, voilà. merci. Mais le débat lui-même, c'est lequel? Le débat, c'est celui de la Côte d'Ivoire et de la gestion de la Côte d'Ivoire, par qui va la gérer, avec quel projet de société, avec quelle vision. Or, dans cette logique de vision, il faut intégrer ce qu'on appelle la cohésion sociale. On est chef d'État. Quand on est chef d'État, on doit être au-dessus de tout. On ne peut pas être chef d'État pour son parti, mais on devient chef d'État pour tout le monde. Ça, c'est un premier point. Et le premier souci d'un chef d'État, par définition, c'est la cohésion de toutes les forces vives de la nation. Et donc, pour la compétition politique qui exige que tout le monde y participe, le chef d'État devrait être au-dessus pour dire que tout le monde soit compétitif. Donc Laurent Gbagbo va compétir, Blé Goudé va compétir, Guillaume Soro, d'ailleurs, Guillaume, je vais tout de suite insister sur son point, Thiam doit compétir, et vous avez donc bien fait de poser une question qui est d'actualité. Et vous nous avez invités sur un très bon sujet. À ce niveau-là, Alassane Dramane Ouattara, étant le président de tous les Ivoiriens, devrait être celui, l'acteur, même le levier des conditionnalités de la cohésion sociale. C'est ça, un chef d'État. Il doit être celui-là qui doit prôner la cohésion sociale et créer tous les mécanismes pour que le triste événement que la Côte d'Ivoire ait connu en 2010-2011 ne puisse plus exister et que ça soit effacé dans le subconscient, la conscience collective des Ivoiriens pour dire que ça c'est un triste passé, on n'y revient plus. Donc il faut éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Oui. C'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Vous savez, hein, pendant longtemps, il y avait la Côte d'Ivoire et certains pays étaient cités comme des exemples. Il ne faut pas détruire ça. Étaient cités comme des exemples en matière de pratiques démocratiques, en matière de gestion. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Il ne faut pas piétiner ces valeurs-là. Il y a des valeurs qui soutiennent la gouvernance en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas les piétiner au nom de ses ambitions personnelles. Il y a ça. Alors, samedi dernier, mobilisation très forte à Abidjan et principalement dans la commune de Yopougon. Les deux partis d'opposition ont appelé leurs militants à sortir. Et la sortie a été massive. Alors, l'atmosphère aujourd'hui en Côte d'Ivoire est électrique. Est-ce que cette grande mobilisation des deux partis d'opposition peut faire peur à Alassane Dramane Ouattara? Oui, la peur a toujours existé dans le cas du parti au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, mais retraçons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a deux grands partis et le troisième grand parti qui était né, c'était donc le RDR. Sinon, les deux grands partis existants en Côte d'Ivoire, d'un côté le PDCI qui était le parti au pouvoir, donc au parti conservateur, et le parti réformiste ou révolutionnaire ou démocrate qui a suscité l'esprit du changement, c'est le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, le FPI. Et donc il y avait donc d'une part le FPI, le PDCI et le RDR. Vous comprenez? Et donc, dans ce chemin, je l'ai toujours dit, je l'ai appelé, d'ailleurs, dans toutes mes communications, je dis en Côte d'Ivoire, on a une politique de trépied. Le trépied. Parce que c'est les deux, c'est les trépieds, ça peut supporter la marmite. Il suffit que deux se rejoignent et ça s'incline. Donc, celui qui est seul va perdre. Donc, en Côte d'Ivoire, pour gagner les élections, il faut nécessairement que dans les trois blocs, deux se retrouvent. C'est-à-dire, le RDR, le PDC se retrouvent, ils battent l'autre. Le FPI, RDS se retrouve, ils battent PDCI.
Toutes les fois, donc c'est la philosophie des trépieds. Et vous comprenez. Et c'est cette dimension-là qui justifie l'existence de la scène politique ivoirienne. Alors, si on veut déjà sortir de ce cadre-là, de ce cadre où tout le monde devrait être compétitif, où chacun devrait dire, moi, je m'organise, on ne devrait pas déborder. Donc, l'opposition a compris qu'il y a nécessité de s'unir. Parce que c'est ça qui est très important. La conquête du pouvoir est une bonne chose, mais individuellement, chacun perd. Oui, quel que soit vos talents, quelle que soit la noblesse de votre projet de société, si vous n'êtes pas unis, vous serez fragilisé en termes électoraux. Parce que il y a la population qui participe aux élections, mais seuls les électeurs vont aux urnes. Et donc, si vous n'avez pas les conditions des électeurs qui vont justifier un suffrage qui va dominer, vous perdez. Et c'est en cela que l'opposition, l'union de l'opposition doit inquiéter, et c'est à juste titre que ça doit inquiéter le pouvoir en place. Ça, c'est dans un premier temps, au niveau technique, au niveau de la compréhension de la chose politique. Maintenant, au niveau de la réalité objective, qui sort un peu du cadre politique, le pouvoir sait que si les choses ne changent pas et que les autres ne sont pas réinscrits sur la liste, ceux-là ne vont plus céder. Appelons, pour toute la considération que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, je ne voulais pas lui attribuer un nom péjoratif, mais je suis obligé de le dire pour me faire comprendre davantage. Gbagbo, lui, c'est un cabrimo maintenant. Vous connaissez cabrimo? Allez-y. Un cabri qui est mort, il n'a pas peur de couteau. Lui, il est déjà mort. Il est parti à la CPI, où on va et puis on ne revient pas. Et il est revenu de la CPI. C'est comme si vous êtes parti en enfer et vous revenez. Vous êtes mort. Il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Il a peur de quoi? Je ne crois pas que quelqu'un qui soit mort, ressuscité, ait peur de la mort encore. Bien au contraire, c'est lui qui va nous dire ce qui s'est passé là-bas. Donc, il revient. Il faut éviter que lui aussi prenne position rigide. Moi, je crois que la peur dont vous parlez, elle existe, mais elle aurait trouvé une forme au niveau du pouvoir pour dire Bédié n'existant plus, Thiam, venez me voir, Babo, venez me voir, Pascal Afin-Guessan, Boni Claveri, tous les opposants, pour parler en famille, discuter, se comprendre sur les mécanismes et la compréhension et la possibilité d'intégrer tout le monde sur la liste électorale et que chacun soit battu proprement au jour. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation de Yopougon du samedi? Moi, je suis d'accord en partie avec vous pour votre raisonnement. Ça, vraiment, vous avez fait un brillant exposé là-dessus. Mais seulement, vous prenez un seul bout du problème, à mon avis. Oui. Vous êtes au niveau des partis politiques. Moi, je quitte le niveau des partis. Je vais au niveau des populations. Les zones habituellement calmes sont en train de s'agiter. Moi, je vois le signe d'une contamination insurrectionnelle en Côte d'Ivoire qui risque de gagner toutes les régions. Il faut avoir peur de ce qui vient de se passer à Yopougon. Ça peut se propager. Vous savez, il y a une contamination en l'air. C'est ce qu'il faut craindre. Les hommes politiques là, moi je ne les crains pas plus que l'agitation sociale de grande envergure qui guette la Côte d'Ivoire. Il faut faire énormément attention. Vous savez, vous le savez d'ailleurs mieux que moi. Vous êtes des journalistes, vous êtes des hommes de la presse, vous connaissez beaucoup de choses. Les élites, et pas seulement en Côte d'Ivoire, les élites intellectuelles, politiques, militaires sont en arrière-plan de leurs pensées, sont en retard. La faillite des élites sur le plan de leur propre logique, de leur propre plan arriéré. Ils n'ont pas pu voir, elles n'ont pas pu voir la société à venir. La société évolue, mais le discours politique reste traditionnel en Côte d'Ivoire.
comme dans beaucoup de pays. Or, les gens veulent entendre autre chose que ce que nous sommes en train de leur dire. Faire voir des clans Gbagbo contre Alassane, c'est pas ça, hein, ça va au-delà de ça. La Côte d'Ivoire est en train de vivre une mutation que les intellectuels n'arrivent pas à penser. Une mutation profonde. Un changement de rythme incessant en Côte d'Ivoire. Il faut s'inscrire dans la dynamique du changement. Ceux-ci-là doivent quitter, doivent laisser. Oui, le président Alassane Dramane Ouattara a l'épée de Damoclès sur sa tête. Est-ce que vous pensez, M. Monoko Touali, qu'on va réintégrer Cham et Alassane Dramane Ouattara sur la liste électorale pour pouvoir participer à la présidentielle? C'est le vœu de tous les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, par définition, est un pays de paix. On l'a toujours reconnu comme une terre pacifique. Les Ivoiriens, vous avez beaucoup fréquenté les Ivoiriens, vous êtes même l'ami de tous les Ivoiriens. L'Ivoirien, il n'est pas de nature violente. Non. Lui, il parle tout de suite avec vous. Oui. Demain matin, il t'invite à manger, à prendre la bière, toutes mes excuses pour oui, le nom de la bière ou le bandit. Oui. Et quand tu lui dis, mais toi, tu es comme femme, après petit histoire d'hier, là, toi, tu viens, on va prendre notre truc. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est la nature de l'Ivoirien. Il n'est pas dans les trucs. Il a aussi cette qualité qu'il faut peut-être qu'on ait l'occasion de souligner qu'on est sur un plateau. L'Ivoirien, il est comme quelqu'un qu'on peut traîner comme un bon mouton. Pourquoi? Il n'a pas la notion d'hypocrisie. Donc quand il croit en vous, c'est fini. Il aime dire qu'on lui dise oui ou non. Est-ce que vous comprenez? C'est votre pays, vous le connaissez. C'est-à-dire, quand vous dites la vérité à un Ivoirien, même les douanes, les postes de contrôle, ceux qui voyagent en Côte d'Ivoire, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez ici? Ah, j'ai mes pains, bazin, il y a 10 pains là-bas. Il va, c'est 10 pains, il dit, bon, il faut partir. Et pourquoi tu ne m'as pas donné un pain? Parce que tu as dit la vérité. Mais si tu dis à rien, qu'il fouille, qu'il trouve, ça mène problème. Vous comprenez? Donc, l'Ivoirien, par nature, il est pacifique. Si ce n'est pas la rébellion de 2002 et la crise de 2010, il n'y a eu pas une histoire où on a dit qu'il y a eu des insurrections ou autres en Côte d'Ivoire. Peut-être au moment de Krabé Niagbé, ça c'était dans les années 60-70 par là, où Feu-Boigny était aux prises avec Krabé Niagbé. Et cette histoire a été une histoire douloureuse et on a tiré la leçon. Alors, il faut donc que le président Ouattara appelle ses frères et accepte de les réinscrire, comme Gbagbo avait fait à son temps à lui, Ouattara, qui avait un problème de nationalité, problème d'ivoirité. Il n'avait pas de papier. C'est sous Gbagbo Laurent qu'on lui a reconnu qu'il ait tous ses papiers et qu'il soit éligible. C'est encore sous l'ère Gbagbo qu'on est allé à chercher feu Henri Konan Bédié et Gbagbo a dit la constitution de la Côte d'Ivoire ne permet pas et interdit qu'un Ivoirien soit exilé. Notre constitution ne le permet pas. Dans la constitution ivoirienne, un Ivoirien ne peut pas être exilé. Voilà. Donc, Bédié doit rentrer. Et Bédié est rentré. Donc, il faut que le président, qui doit être au-dessus, parce que ça en fait ça, c'est-à-dire toute la scène politique, les grandes décisions de demain sont entre les mains du président Alassane Dramane Ouattara. Là où je suis d'accord avec vous, hein, le peuple ivoirien est un peuple pacifique. Oui. Un peuple qui n'aime pas ça. Mais il y a une violence politique insidieuse en Côte d'Ivoire. Oui. Depuis très longtemps. On n'hésite pas à éliminer son adversaire. Aujourd'hui, comment faire participer ceux-ci-là à l'élection présidentielle? Comment les faire participer à l'élection présidentielle? Il faut violer la Constitution. On ne peut pas mettre une Constitution en place et ensuite la violer. Constamment violer cette même constitution. Mais la constitution, la nouvelle constitution ivoirienne donne l'opportunité à Alassane Dramane Ouattara de se présenter. Oui. Mais interdit aux autres là de se présenter. Non, ils sont frappés. Par la loi. Par la loi. Voilà. Ils ne sont pas interdits comme ça. Et une fois que tu es frappé par la loi, la constitution ne permet pas ta candidature. Oui, justement, et à ce niveau, c'est pourquoi j'ai dit il faut que le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, prenne de la hauteur et résolve la situation politiquement.
il y a des situations, des règlements politiques. Une question peut être une question de droit, de justice, mais le politique règle cela. C'est donner son propre cas, lui-même son propre cas, parce que la Constitution ne lui permettait pas. Mais ça a été réglé politiquement. Vous comprenez? Oui, je vois. Et donc, le règlement politique, c'est même le signe, le symbole de la paix et de la cohésion dans un pays. C'est vrai. Voilà. Si aujourd'hui, on inscrit Thiam sur la liste électorale, on inscrit Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on fait venir Guillaume Soro. Guillaume Soro, comme Soro. vous faites bien de souligner bien son nom, on le fait venir. Pourquoi? Et il y a une nécessité qu'il vienne. Ouais. Parce que ça devrait aussi montrer la grandeur d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Lors de la rébellion, Soro l'a assumé. Soro a dit, je suis le seul responsable de la rébellion. Il a même écrit un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Il a écrit un livre. Et donc, s'il y a des soucis ou des malentendus entre le père et son fils, le père doit faire l'effort de ramener son fils, qui est Soro Guillaume, compte tenu des risques que ce dernier ait pris, compte tenu des charges que ce dernier ait assumées, pour qu'il soit remis dans la scène politique. Parce qu'on ne peut pas dessiner, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire sans parler de Soro Guillaume et de la rébellion que la Côte d'Ivoire est connue. Que le président Alassane Dramane Ouattara prenne de la hauteur, c'est ce qui met fin à notre émission Monokotoli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, professeur Abdoulaye Tounkara, merci d'avoir accepté notre invitation et au prochain numéro de DAR TV. Ok, c'est moi qui vous dis merci de m'avoir toujours associé et je suis sûr que demain vous m'appellerez. Et merci grand frère. C'est comme ça que je vous appelle. Merci bien, je pense que vous avez suffisamment évoqué le problème ivoirien. Merci bien, on a beaucoup. Merci à vous, j'ai beaucoup appris de vous aussi. Merci bien. Voilà. Merci et c'est la fin de cette émission Qui vivrait.